Bonjour et bienvenue sur cette session de formation dédiée à l'impression résine. Merci d'avoir choisi Polyfab 3D pour l'acquisition de votre matériel d'impression 3D résine. Dans cette vidéo, je vais vous transmettre toutes les informations utiles pour bien débuter en impression 3D résine. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux utilisateurs des imprimantes Elegoo et en l'occurrence au logiciel Chitubox. Cette vidéo de formation est légèrement différente de celle que l'on avait publiée pour la Saturn 3 Ultra, étant donné que le logiciel qui est désormais offert et recommandé par Elegoo, c'est Chitubox. Avant même de s'intéresser à cette partie logicielle, on va commencer par passer en revue ensemble tous les éléments importants, en commençant par la mise en place, le déballage de votre imprimante. On prendra un petit peu de temps pour parler des précautions à prendre, des bonnes habitudes, des points d'attention qu'il faut avoir à l'impression résine. On évoquera également le choix de vos résines, quelles sont les différentes résines qui sont disponibles et comment les rendre compatibles avec vos imprimantes. Et ensuite, on passera au fameux logiciel Chitubox qui nous permettra de créer des programmes d'impression adaptés à ces imprimantes. Et pour terminer, on verra ce qu'il en est du décrochage de vos impressions une fois les impressions terminées, du post-traitement que ça nécessite. Et on parlera du traitement des déchets, que ce soit de la résine, des solutions de nettoyage. Et j'en profiterai pour parler rapidement de troubleshooting, quelques petits défauts d'impression courants en résine qui peuvent facilement être compris et corrigés. Donc pour débuter, on va parler un petit peu de la mise en place du déballage de vos imprimantes. Donc vous l'avez peut-être déjà fait, en tout cas rassurez-vous, cette étape-là est vraiment très simple. Peu importe l'imprimante Elegoo que vous allez avoir, le déballage reste très simple. On va prendre ici l'exemple des Saturn 4 et 4 Ultra qui ont un déballage assez identique. Et je vous invite d'ailleurs à également suivre les vidéos proposées par Elegoo pour justement l'unboxing, le déballage de ces imprimantes qui vous guideront étape par étape dans ces petites opérations. On ne va pas le refaire ensemble aujourd'hui. Je vais simplement vous préciser les points d'attention. Lorsque vous allez déballer votre imprimante, donc vous allez avoir globalement de la mousse qui sera présente dans le corps de l'imprimante et le plateau d'impression qui sera pour le moment pas accroché à son support mais qui sera justement englobé dans les mousses. Donc pensez bien à retirer le plateau des mousses. Vous allez également voir un petit film qu'il faudra retirer du plateau pour pouvoir justement l'utiliser. Le bac sera quant à lui préinstallé, vous aurez des petites vis temporaires sur les côtés que vous pourrez remplacer par les vis définitives qui seront fournies dans le petit kit accessoire. Pensez bien à retirer les petits films de protection qui se situent justement sur votre bac, voire même en dessous. Parfois vous avez un film en partie supérieure, parfois un film en partie inférieure. Faites bien attention à ça. Ça fait partie des précautions que l'on verra immédiatement, mais attention à la manipulation de ce bac. Que ce soit sur les Saturn 3, les Mars ou les Saturn 4, la logique est la même. Il faut être très vigilant avec l'état de son bac et plus particulièrement le fond de son bac, ce fameux film translucide qui s'appelle FEP, qui s'appelle ACF, qui s'appelle PFA. Il a plein de noms différents. Son rôle reste à peu près le même. Permettre à la lumière qui est diffusée sur le dessous de l'imprimante de passer dans la résine pour la solidifier. Donc, il est important que ce FEP soit en bon état pour que la lumière passe convenablement au travers. Une fois que vous avez retiré tous les différents éléments, vous allez pouvoir brancher l'imprimante et vous allez voir le démarrage. Elle va automatiquement lancer des petites étapes de contrôle et par la suite, il est recommandé de lancer manuellement depuis l'écran de l'imprimante un petit exposure test. Vous allez pouvoir le retrouver dans la partie outils, calibration et vous allez pouvoir lancer un test d'exposition. N'oubliez pas de retirer le bac à ce moment-là, le but étant ici simplement de vérifier que l'écran fonctionne convenablement, tout comme la production de sources lumineuses qui provient justement de dessous l'écran. Et justement, j'en profite quelques instants pour rappeler comment fonctionnent ces imprimantes. Donc, on est ici sur une technologie d'impression LCD où on va utiliser des résines photosensibles qui vont être durcies par la lumière. On voit ici le plateau de fabrication qui va au départ de l'impression descendre tout en bas pour se coller justement sur le FEP.
le fameux FEP, le petit film translucide qui est au fond du bac, eh bien le plateau va venir se positionner en fonction de votre paramétrage, on le verra, à une distance précise de ce FEP, ce qui fait qu'entre les deux, il y aura une petite couche de résine liquide qui va pouvoir être durcie par de la lumière. Progressivement, le plateau remontera au fur et à mesure que les couches sont produites. Cette source lumineuse provient de deux aspects. On va avoir en partie inférieure, vraiment, production lumineuse qui va être filtrée par un écran. C'est pour ça qu'on appelle ça du LCD, parce qu'on a un écran LCD qui masque la lumière pour ne la laisser passer que aux endroits que l'on veut justement durcir, ce qui représente notre objet. On peut également appeler ça MSLA. Historiquement, ces imprimantes étaient appelées SLA, MSLA pour Masked SLA, dans le sens où on masque la lumière. Donc dans tous les cas, le fait de bien comprendre le fonctionnement de cette source lumineuse va vous permettre de bien comprendre l'importance de votre FEP, de ce film translucide qui se situe au fond de vos bacs. Et on y reviendra juste après. Pour le moment, 2-3 petits points encore sur le déballage de l'imprimante. Essayez au maximum d'avoir des imprimantes qui sont à niveau. Ici, on va travailler avec de la résine qui est plus ou moins liquide, mais qui reste liquide, un fluide. Et donc, si l'imprimante n'est pas de niveau, ça pourrait poser des problèmes, particulièrement lorsque vous avez un niveau de résine qui vient à baisser. Eh bien, toute la résine se retrouverait majoritairement d'un côté, de l'autre, à l'avant, à l'arrière. Ce ne serait pas uniformément réparti. Donc, c'est jamais idéal. Donc, veillez à avoir des imprimantes qui soient au maximum de niveau. Prévoyez également pas mal de place autour de vos imprimantes. Vous voyez ici que les imprimantes sont assez proches les unes des autres. C'est parce que tout mon stand de post-traitement est en dessous et c'est là où je vais avoir mon alcool, c'est là où je vais avoir mes gants, c'est là où je vais pouvoir décrocher mes pièces du plateau, c'est là où je vais avoir ma station de post-traitement. Tout ça, on le verra tout à l'heure, c'est assez salissant, donc prévoyez de la place, prévoyez de l'essuie-tout, prévoyez de l'alcool pour pouvoir bien entretenir votre matériel et votre zone d'impression. Je reviendrai encore une fois juste après sur ces petits points-là. Pour le moment, dernier point important, pour terminer, en tout cas sur les versions Ultra, vous pouvez donc brancher la petite antenne sur le côté et connecter directement votre imprimante au Wi-Fi. Cette connexion Wi-Fi aura plusieurs avantages. La première, ce sera que vous pourrez directement communiquer avec le logiciel et envoyer les programmes directement à travers le réseau. Et vous pourrez également récupérer les mises à jour de manière automatique. Pour la version 4 ou d'autres modèles qui ne seraient pas équipés, eh bien, il faudra faire tout ça manuellement en lançant ces programmes d'impression à travers une clé USB et le petit port USB qui se situe sur le côté. Pareil pour la mise à jour qui ne sera pas automatiquement faite, mais qu'il faudra donner sur clé USB. Bon, on va maintenant se concentrer sur les précautions d'usage valables pour toutes les imprimantes 3D résine. Premièrement, on va manipuler des résines qui sont toxiques. Donc, il est important de prévoir des gants. Portez systématiquement des gants lorsque vous êtes en contact des résines, de l'alcool, des pièces imprimées qui n'ont pas encore complètement terminé leur post-traitement. À tous ces stades-là, vous risquez d'être contaminé par de la résine, par de l'alcool. Donc, pensez bien aux gants. Idéalement, travailler dans une pièce qui est bien ventilée, qui est bien aérée, voire même équipée d'une ventilation, d'une filtration. Autrement, il peut être recommandé de porter des petits masques de protection, car les résines produisent une petite réaction chimique lors de leur durcissement et on va également sentir quelques odeurs plus ou moins fortes en fonction du type de résine. Mais en tout cas, soyez assez vigilants avec ça et pensez bien à avoir au minimum une aération constante de la pièce de manière à pas accumuler de composants. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais il va falloir être particulièrement vigilant avec vos bacs de résine. Par défaut, vous avez un bac de résine qui est fourni avec l'imprimante. Je recommanderais d'avoir idéalement 2-3 bacs de résine en fonction du nombre de résines que vous utilisez. Si vous n'avez pas forcément d'habitude particulière et que un seul bac de résine vous suffit, eh bien il faudra simplement le vider à chaque fois que vous voulez changer de couleur ou de type de résine. Autrement, vous pouvez laisser la résine dans les bacs.
si vous n'utilisez pas l'imprimante pendant quelques jours, voire même quelques semaines avec des résines standards, eh bien vous pouvez, et il est même conseillé de laisser la résine dans les bacs et les bacs directement dans l'imprimante, voire stocker à côté, mais en tout cas préserver la résine des UV. Je l'ai plus ou moins dit, hein, mais ici on est sur des résines qui sont photosensibles, qui vont réagir à une longueur d'onde d'UV bien particulière, mais cette longueur d'onde est également présente dans le soleil. Donc attention de ne pas exposer vos résines. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez des capots qui sont filtrés au niveau des UV. La couleur n'indique pas le taux de filtration. En tout cas, ça protège les résines, ça protège la réaction. Donc laissez bien vos bacs de résine dans la machine ou bien protégé de la lumière, mais en tout cas, surtout pas à côté de la machine à l'air libre. Certaines résines plus corrosives pourraient endommager plus rapidement les FEP. Donc dans ces cas-là, on demanderait de les retirer beaucoup plus rapidement des bacs. Et dans ces cas-là, on ne met pas d'alcool, on ne met pas d'eau, on ne met pas de produits sur les bacs. Vous voyez, les bacs, je les tiens bien sur le côté. Je ne mets pas mes doigts en dessous, sinon je laisse des traces. Je ne mets pas mes doigts à l'intérieur, sinon je laisse des traces. Et si je viens à nettoyer mes bacs avec des produits chimiques, eh bien, je risque d'endommager mon FEP, je risque de cuire mon FEP et je risque de provoquer des fuites et plein de choses qui ne seront pas bonnes. Mais surtout, je risque d'avoir un FEP qui ne laisse plus convenablement passer la lumière et qui n'est plus auto-lubrifié. L'avantage de ce FEP, c'est qu'il va permettre à votre pièce imprimée de davantage coller au plateau que au FEP. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de la fabrication de chaque couche, la couche est comprimée entre le plateau et le FEP. Et au moment où on change de couche, eh bien, le défi, ça va être que la pièce reste accrochée au plateau plutôt qu'au FEP. Et donc, ces FEP, c'est une sorte de téflon, pour simplifier un petit peu la chose, qui va faire que vos pièces vont facilement se décrocher du FEP en privilégiant plutôt l'accroche qu'elles ont au niveau du plateau ou de la couche précédente. En tout cas, l'état du FEP est très important pour conserver ce mécanisme-là et le fait qu'il soit bien translucide va garantir une bonne qualité d'impression. Donc, vous voyez, avec une petite spatule plastique douce telle que celle-ci, vous pouvez venir pousser la résine directement de vos bacs de manière à l'évacuer au maximum. Et même s'il reste quelques petites gouttes de résine sur les côtés, c'est pas extrêmement gênant, et à moins que vous utilisiez de la résine translucide, où là il faudra être particulièrement vigilant sur le retrait de la résine. Mais ce type de manipulation-là, où on vient extraire la résine de cette matière-là, suffit très bien. Vous avez également une possibilité à travers l'écran qui est le tank cleaning. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir demander à l'imprimante de durcir l'intégralité de la résine présente dans le bac, ou en tout cas une très fine couche, de manière à nettoyer le bac. On y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais dans certains cas, vous aurez des échecs d'impression générés par différentes causes qui vont créer des petits débris qui seront dans la résine. Et ces petits débris, il va falloir les enlever. Donc vous allez pouvoir filtrer votre résine. C'est pour ça que vous allez recevoir avec votre imprimante des petits filtres de ce type-là qui vont permettre de capturer les débris présents dans vos bacs. Donc dans ce cas-là, vous pourrez prendre votre bac avec une résine contaminée, la verser dans le filtre puis dans la bouteille de manière à vraiment évacuer tous les débris. Et ensuite, vous pourrez la réutiliser. Lorsque vous avez des échecs d'impression de ce type-là, vous avez des débris qui flottent dans la résine, mais vous avez potentiellement aussi des morceaux de pièces imprimées qui sont restés accrochés justement sur le FEP, plutôt que sur le plateau. Et avec cette spatule-là, le but, ça va être également de décrocher les objets qui potentiellement sont restés accrochés sur le FEP. Donc dans ces cas-là, on insiste très légèrement sur l'objet de manière à réussir à décrocher la couche collée et on l'évacue et on la met directement en recyclage. On y reviendra en fin de vidéo. Dans tous les cas, il faudra contrôler votre FEP régulièrement. C'est une pièce d'usure, c'est une pièce qui va naturellement s'user, ce petit film-là va s'opacifier, va perdre un petit peu en efficacité justement d'adhérence ou plutôt de détachement automatique, donc il faudra le remplacer.
Le remplacement de ce FEP est plutôt très simple, hein, et Elegoo a fait une vidéo sur le sujet, donc je vous laisserai la consulter le moment venu, mais vous verrez en partie inférieure ici tout un tas de vis qui vont permettre de tendre ce film comme on pourrait tendre un petit peu une peau de tambour, et c'est ça qui va vous garantir d'avoir un film qui soit bien tendu et qui va permettre de bien fonctionner. Donc le remplacement du FEP est possible, et l'imprimante compte d'ailleurs le nombre de couches que vous avez fabriquées avec votre FEP. Donc au bout d'un certain stade d'impression, l'imprimante vous préviendra que le FEP a atteint un certain nombre de couches et qu'il probablement est usé et qu'il est bon de le remplacer. Donc c'est à ce moment-là où vous pourrez déjà visuellement regarder votre FEP, constater qu'il n'y a pas d'anomalie, qu'il n'a pas blanchi dans certaines zones, qu'il n'a pas séché, qu'il n'a pas craqué, qu'il n'a pas commencé à se fissurer. Parce que le pire qui pourrait vous arriver avec une imprimante résine, c'est d'avoir de la résine qui coule au travers de votre bac, que ce soit parce que votre FEP est très usé, il est cuit, ou parce que vous avez mis des résines corrosives, ou parce que vous avez percé votre bac en loupant une manipulation, ou en utilisant une spatule piquante qui a percé le FEP. Si vous avez de la résine qui est positionnée dans le FEP, et si le FEP est endommagé, vous allez avoir de la résine qui se dépose sur votre écran. C'est déjà très mauvais, et le pire, ce serait que ça réussisse à passer en dessous l'écran, à l'intérieur de l'imprimante. Très peu probable sur les Saturn 4, par contre sur la Saturn 4 Ultra, avec son mécanisme de tilt, de basculement, eh bien là, il y a une petite zone qui permet plus facilement à la résine d'entrer à l'intérieur. Dans tous les cas, il faut au maximum faire très attention à toute coulure de résine et à l'état de son FEP. Plus votre FEP est usé, plus vous risquez d'avoir des échecs d'impression et moins vous pourrez aller vite en termes de vitesse d'impression. Et justement, il y a un ordre assez important à respecter lorsque vous manipulez votre imprimante. Bon, globalement, votre imprimante, elle est composée de plusieurs éléments. On va retrouver en partie haute le plateau de fabrication. Vous voyez ici d'ailleurs sur cette Saturn 4, je ne vous ai absolument pas parlé de planéité plateau, de calibration du plateau, parce que c'est automatique grâce à ce plateau justement positionné, on va dire, sur, alors ce ne sont pas des ressorts, mais en tout cas, le plateau est capable lui-même de s'assurer d'avoir une bonne planéité, et de manière automatique, il viendra se positionner sur le fond de la machine, sur l'écran, et prendra automatiquement ses valeurs pour lui permettre d'être bien positionné pour les premières couches. Donc vous n'avez pas à vous embêter avec tout ça sur ces Saturn 4 et 4 Ultra, comparativement à ce qu'on devait faire avant. Donc ça, c'est le premier point fort, et c'est apporté en grande partie par ce nouveau plateau. En tout cas, le plateau, le bac contenant la résine et le FEP, en dessous donc l'écran et la source lumineuse. Il faut à tout prix protéger l'écran, je l'ai dit. Donc il faut toujours avoir le bac de résine inséré si le plateau est inséré. Vous avez de forts risques d'avoir des petites coulures de résine qui interviennent depuis le plateau et qui vont naturellement tomber dans le bac de résine. Donc la logique étant que si vous voulez retirer le bac de résine, retirez au préalable le plateau de vos imprimantes. Ça évitera des gouttes qui tomberaient sur vos écrans. Et de la même manière, lorsque vous insérez vos éléments, pensez bien à insérer en premier le bac de résine avant d'insérer le plateau, de manière encore une fois à prévenir tout risque d'avoir quoi que ce soit qui vienne tomber sur l'écran. Prenez l'habitude d'avoir de l'essuie-tout à proximité, ce sera très utile pour tous les petits nettoyages et toutes les petites gouttes de résine que vous allez avoir autour de vous. Ayez toujours un petit peu d'alcool sous la main. L'alcool isopropylique IPA à 99 degrés est le plus efficace, le plus rapide, le plus nettoyant, celui qui va également sécher le plus rapidement. Ce sera important pour la partie post-traitement, et en tout cas ce sera indispensable pour bien nettoyer votre espace de travail et éventuellement retirer des petites traces de résine qui pourraient avoir été déposées sur l'imprimante ou même sur l'écran. Donc prenez des petits chiffons microfibres qui ne risquent pas de rayer l'écran, et vous pourrez nettoyer tout ça en utilisant l'alcool adapté. Au niveau du plateau d'impression, donc je vous l'ai dit, une fois l'impression terminée, vous allez avoir un petit peu de résine qui reste agglutinée sur votre plateau. Donc le plus simple étant d'utiliser nos fameux petits essuie-tout et de l'alcool de manière à bien nettoyer les plateaux.
Donc je sais qu'il y a pas mal de critiques autour des plateaux de ces Saturn 4 parce que c'est pas toujours très simple de nettoyer l'intégralité entre les petits piliers et ce genre de choses. Mais voilà, ça reste important d'avoir un plateau qui soit bien propre, surtout si vous avez changé de résine entre-temps. Et pour la partie importante du plateau qui est la surface d'adhérence, la surface sur laquelle la pièce va se fabriquer, eh bien, cette partie-là va être recouverte de résine liquide. Donc là, la logique étant de retirer tous les petits morceaux de résine durcie qui pourraient être restés accrochés. Donc là, avec une spatule en métal, n'ayez pas peur ici si vous griffez un petit peu ce revêtement-là, c'est pas grave du tout, rien à voir avec le FEP. Donc là, vous n'hésitez pas à bien frotter sur vos plateaux de manière à retirer toutes les petites aspérités qui pourraient rester. À savoir que si vous avez des petits morceaux de résine durcie qui restent accrochés sur votre plateau, que vous n'avez pas bien décroché ou pas bien nettoyé, eh bien lorsque la machine va commencer sa prochaine fabrication, eh bien le plateau va descendre et s'écraser contre l'écran. La machine ne s'attend pas à ce qu'il y ait quelque chose de posé sur le plateau et donc quand elle va rentrer en contact de l'écran, vous risquez de déchirer votre FEP et vous risquez d'endommager votre écran. Donc soyez très vigilant quant à l'état de votre plateau, nettoyez bien tous les petites aspérités qui peuvent rester avec une spatule métallique et ensuite petit nettoyage à l'IPA, à l'alcool pour vraiment retrouver toute son efficacité, toute son adhérence. Pensez bien à le réinstaller en butée et à rebasculer le petit levier pour bien le maintenir. Dernière petite recommandation pratique concernant les résines. Donc vos résines d'impression 3D seront toujours à peu près identiques, vous allez les recevoir sous forme de bouteilles rondes ou d'autres, mais en tout cas, pensez bien à les agiter, considérez-les comme de la peinture avec à la fois différents composants, des pigments, des réactifs et donc il faut bien agiter vos résines avant utilisation. C'est toujours une bonne logique à respecter. Le fait de faire ça, ça va générer des petites bulles d'air que vous allez voir au moment où vous allez les déposer dans le bac de résine. Ça va avoir plein de petites bulles d'air au-dessus de votre résine. Patientez quelques minutes que cette petite bulle d'air disparaisse. Mais en tout cas, c'est indispensable de prendre 30 secondes, une minute pour bien agiter ces résines. Et c'est particulièrement vrai quand elles sont froides. Veillez à ce que vos résines soient stockées dans une zone tempérée. On recommande une température minimum de 25 degrés pour avoir des comportements idéaux avec les résines. Donc, lorsque vous êtes en hiver et que vous recevez des résines de n'importe quel livreur, il y a des chances que les résines aient passé la nuit dans un entrepôt, dans un camion en livraison et qu'elles soient très froides. Donc mettez-les en réchauffage dans une pièce tempérée pendant deux jours, un jour ou deux, histoire d'être certain d'avoir la bonne viscosité. À savoir que si vous avez des résines qui sont à 5 degrés, elles seront très épaisses comme du yaourt ou comme de la gelée. C'est pas du tout ça, mais vous comprenez un peu l'idée, alors qu'une résine à température sera bien fluide, bien liquide, et c'est ça qui est important pour bien convenir à l'impression 3D et bien respecter les vitesses de l'imprimante. Si vous avez une résine qui est pâteuse, elle ne pourra pas exploiter la vitesse d'impression de ces imprimantes. Donc une résine standard, une résine 8K, 10K, 12K est censée être liquide, et je dirais de plus en plus liquide en fonction de la résolution. Des résines techniques, strong, rigides, calcinables ou d'autres types seront généralement moins fluides. On aura ici des résines qui sont un petit peu plus visqueuses et on y reviendra tout à l'heure dans la partie choix des résines. Mais voilà, sachez qu'avec les résines standards, vous êtes un petit peu moins embêté qu'avec des résines un petit peu plus techniques. Et pour terminer très rapidement sur l'entretien et la mise en place de vos imprimantes, eh bien, il n'y a pas énormément d'entretien sur ces imprimantes-là, indépendamment de l'entretien du FEP et du bac qui doit être réalisé quasiment à chaque impression, ou en tout cas un contrôle de ces éléments qui doit être réalisé à chaque impression. Nettoyage de l'écran au cas où il y aurait de la poussière, des petites saletés, des petites taches de résine. Autrement, graissage de la vis Z, graissage des paliers, des guidages Z que l'on voit au fond. C'est le seul mouvement qu'on aura dans l'imprimante, un petit moteur qui va faire monter et descendre le plateau. Donc c'est seulement ça qu'il est important d'entretenir, je dirais, avec une petite graisse. Cette petite procédure sera encore une fois guidée à travers les petites vidéos d'Elegoo. Dans tous les cas, je vous recommande de prendre l'habitude d'aller consulter les vidéos proposées par Elegoo. Vous allez voir le contenu qu'ils mettent à disposition sur leur site.
officiel, donc elegoo.com, dans la partie support, vous allez retrouver tout le contenu nécessaire pour toutes les différentes manipulations d'entretien, de dépannage, de troubleshooting, de remplacement de pièces que vous pourriez avoir besoin. On va maintenant s'attaquer à la partie résine. Comment choisir votre résine parmi toutes les différentes résines qu'il existe, et ensuite comment bien les paramétrer pour votre imprimante. Donc premièrement, les résines dites standards. Ici, on est plutôt dans de la résine esthétique avec peu de propriétés mécaniques intéressantes. On va être ici sur des résines plutôt cassantes, plutôt rigides, mais qui, pour des choses esthétiques, pour des applications courantes, fonctionneront très bien. C'est généralement les résines qui sont préconfigurées dans les imprimantes, c'est celles qui sont utilisées pour vous donner les temps d'impression et ce genre de choses. C'est vraiment les résines les plus courantes que la majorité des utilisateurs utilisent. Vous en retrouverez des versions standards, des versions 8K, 10K, 12K, 14K. Tout ça va bien évidemment être lié à la possibilité maximum de la résolution de votre résine. C'est important de corréler ça avec votre imprimante. Si vous avez une imprimante 8K, il n'y a pas forcément d'intérêt à vouloir absolument une résine de résolution 10, 12, 14K, ça n'apportera rien. Votre résine sera plus précise que ce que votre imprimante est capable de produire. Et au contraire, si vous avez une résine très haute résolution, 12K comme avec les Saturn, eh bien, il faut vraiment que votre modèle d'impression ait une résolution aussi fine pour que ça vaille vraiment le coup d'investir dans une résine spécifiquement 12K. Globalement, les résines standards auront toutes à peu près le même comportement et les mêmes vitesses d'impression. Il y en aura certaines qui seront un petit peu plus adaptées à la très très haute résolution. Mais voilà, globalement, vous aurez déjà des qualités d'impression qui sont extrêmement bonnes avec des résines dites standards ou simplement 8K, même si vous avez une imprimante 12K. Donc les résines standards n'ont pas de très haute propriété de résistance mécanique, pas de très forte résistance au choc, pas de très forte résistance thermique, une rigidité moyenne, qui fait que pour des applications techniques, du clips, des objets prenant des chocs, devant résister à de la flexion, de la compression, eh ben ce sera pas forcément la résine la plus adaptée. Il faudra pour ça plutôt utiliser des résines dites TOF, dites ABS-like. Ici, ce seront des résines qui sont plus souples. Ça restera de la résine rigide, dure, mais qui acceptera davantage la flexion. Ce sera plus adapté pour toutes les pièces qui nécessitent un petit peu de flexion, de torsion, de tension, de compression, et ça résistera mieux à l'impact. Au niveau de la tenue thermique, généralement, on a des choses assez équivalentes. Que vous utilisiez des résines dites ABS-like ou TOF, des fabricants traditionnels type Elegoo ou ce genre de choses, ce seront des propriétés mécaniques qui sont plutôt assez basiques. Si vous utilisez des résines TOF de gamme un petit peu professionnelles comme les BASF ou les Loctite qu'on pourrait retrouver, eh bien là, vous aurez de vraies performances supérieures, et pas seulement des performances mécaniques supérieures, mais aussi des aspects de votre résine qui seront plus intéressants. Par exemple, si vous deviez comparer la gamme ABS-like avec la gamme Strong de BASF, eh bien avec de l'ABS-like, vous avez des résines qui sont effectivement assez solides, mais qui vont être très marquantes. Vous n'aurez pas un noir qui sera très profond, vous aurez quelque chose qui sera toujours un petit peu plus translucide. Alors qu'avec la gamme de BASF, on est sur des compositions qui sont totalement différentes, même si les propriétés mécaniques et thermiques sont semblables. D'ailleurs, je vous invite à consulter les fiches techniques des résines pour avoir justement des points de comparaison, aussi bien entre les résines standards que techniques. Mais tout ça pour dire que les résines de BASF ne vont pas être marquantes, vous ne pourrez pas les griffer, ou en tout cas ça ne laissera pas de traces. Le noir sera beaucoup plus profond, ici on n'aura pas du tout de transparence, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus opaque, un rendu qui sera un petit peu plus joli, je trouve, d'aspect. Donc en tout cas, voilà, il y a, quand on sort de la catégorie standard, et je dirais que c'est même vrai pour la catégorie standard, mais ça peut l'être un petit peu moins, c'est vraiment important de bien regarder les caractéristiques de ces résines pour bien les comparer, parce que le prix n'est pas le même.
Pour ce qu'il en est du paramétrage, on y reviendra juste après, mais c'est pareil. Là, ça peut très bien être des paramétrages assez différents entre une résine ABS-like d'Elegoo et une résine Strong 45 de chez BASF. Et d'ailleurs, dans la gamme des fabricants professionnels comme BASF, pour rappel, toutes ces résines professionnelles, même si elles sont particulièrement performantes mais onéreuses, sont tout à fait compatibles avec des imprimantes de ce type-là. Même si ça peut paraître bizarre, mais parfois on a des résines, 1 litre de résine vaut quasiment le prix de l'imprimante. Mais c'est quelque chose qui fonctionne, ça nécessitera de paramétrer ça de manière assez précise, mais ça fonctionnera. Donc c'est aussi ça qui est très intéressant avec ces imprimantes résine. Donc en tout cas, pour rester dans la gamme de BASF, on retrouvera par exemple des résines solides, mais rigides, plutôt que la Strong qui va avoir un petit peu de souplesse et de bonnes performances pour tout ce qui va être clips, choc et ce genre de choses. On va trouver également les résines rigides, qui là vont être très résistantes, très rigides, et auront des performances bien supérieures à la résine standard, mais cette fois-ci en termes de rigidité et de résistance à la flexion. Donc voilà, tout ça pour dire que vous avez à chaque fois des résines qui sont compatibles avec vos applications, que ce soit des applications de pièces fonctionnelles, sensibles au choc, à la flexion, ou des résines qui doivent être parfaitement rigides. On peut même parfois retrouver chez certains fabricants des résines chargées en fibre de verre, chargées en céramique, qui vont apporter des résistances thermiques et de la rigidité extrêmement élevées, et encore une fois compatibles avec les imprimantes Elegoo. Donc s'il y a des questions plus particulières sur des résines très spécifiques comme ça, n'hésitez pas à revenir vers nous, on sera en mesure de vous aider et de vous guider là-dessus. Vous retrouverez également des résines flexibles, élastiques, donc là encore une fois, vous trouverez chez les fabricants standards parfois une résine flex. Par contre, si on va chez des fabricants professionnels, là il y aura 6 résines différentes avec différents niveaux de souplesse, d'élasticité, de dureté short. Donc encore une fois, tout ça c'est des choix et ensuite du paramétrage, mais compatible avec la majorité des imprimantes 3D, donc vous et les goûts également. Les résines flexibles nécessiteront des petites attentions particulières quant à la fabrication des supports, des porte-à-faux, des overhangs qui sont un petit peu plus complexes à gérer qu'avec des résines un petit peu plus rigides, mais voilà, tout ça fonctionne malgré tout très bien. Il existera également des résines dites calcinables permettant d'être fondues et de reproduire un petit peu le système de fabrication de fonte à cire perdue que vont utiliser les joailliers ou dans la fonderie. On pourra également retrouver des résines orientées dans le dentaire, orientées dans le médical. Techniquement, les imprimantes sont également capables d'exploiter des résines beaucoup plus techniques, médicales, biocompatibles, mais il n'y aura pas de certificat là-dessus. Donc, je ne vais pas forcément en parler. Encore une fois, si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à revenir vers nous pour fouiller un petit peu ce sujet. Et pour terminer sur les résines, il existe également des versions haute vitesse de certaines des résines que je vous ai évoquées ici, principalement autour des résines standards. Donc les résines standards haute vitesse sont des résines qui sont particulièrement adaptées aux imprimantes haute vitesse. C'est vrai que historiquement les résines n'avaient pas forcément besoin de répondre à ce type de vitesse de fabrication. Désormais avec les nouvelles imprimantes, eh bien c'est sûr que la vitesse de déplacement du plateau, la vitesse de fabrication entre deux couches étant considérablement réduite, eh bien il faut des résines qui soient plus liquides, un petit peu moins visqueuses, et donc les résines haute vitesse ont vraiment pour but de garantir que ici vos résines vont résister à toutes les vitesses de déplacement maximum de ce type d'imprimante là. Donc si vous cherchez à obtenir la vitesse maximum de vos imprimantes, il sera dans ce cadre-là recommandé d'utiliser des résines haute vitesse pour garantir qu'elles soient parfaitement adaptées. Et ça m'emmène donc au paramétrage de ces différentes résines pour les rendre adaptées à votre imprimante. Donc comme je l'ai dit, ce qui est préconfiguré bien souvent dans les imprimantes, ce sont les résines standards. Donc quand vous regardez, et on le verra juste après dans le Chitubox, le paramétrage de vos résines, vous retrouverez plusieurs informations importantes. Premièrement, le temps d'exposition des premières couches et le temps d'exposition des couches. À savoir que c'est le paramètre le plus important. Résine a besoin d'être exposée une certaine durée pour durcir. C'est ça qui va devoir varier en fonction des différentes résines que vous allez utiliser. Pourquoi il y a deux valeurs? Temps d'exposition des premières couches, temps d'exposition des couches.
Les premières couches, celles qui sont en contact du plateau, au moment où le plateau est très proche du fond du bac et que progressivement les couches vont s'accumuler, eh bien ces couches-là vont être surexposées. La lumière va être projetée pendant 30-40 secondes sur ces premières couches pour qu'elles accrochent très fortement au plateau. C'est d'ailleurs pour ça, le but ici étant de garantir que la pièce adhère plus au plateau qu'au FEP. Encore une fois, hein, c'est le défi en impression résine, c'est de contrer la gravité et de faire que l'objet reste accroché plutôt sur le plateau plutôt qu'en bas. Donc on va surexposer les premières couches de manière à ce que ça accroche très fortement. C'est d'ailleurs pour ça, on y reviendra d'un point de vue logiciel et d'un point de vue orientation support, parce que ça rend les couches en contact avec le plateau assez cassantes. Elles sont vraiment très fortement durcies. D'un point de vue dimensionnel, ce ne sera pas parfait et ce sera un petit peu plus cassant que le reste du modèle 3D parce que ça a été surexposé. Une fois ces quelques couches surexposées, on va passer au temps d'exposition normal des couches. Et là, le temps d'exposition diminue considérablement. Là, on va plutôt être entre 2 et 3 secondes de temps d'exposition sur ce type de résine. Et vous allez voir, il existe plein de résines standards différentes, et pour être très précis sur ce paramétrage-là, il est recommandé de réaliser des petits tests d'impression vous permettant de faire varier justement la durée d'exposition et de voir un petit peu quels sont les résultats d'impression de manière à vraiment vous donner le paramétrage qui est le plus adapté. Parfois, ça va être 2 secondes, 2 secondes 2, 2 secondes 5, parfois vous pouvez descendre à 1 seconde 8, voire même en dessous avec les imprimantes justement les plus rapides comme la 4 Ultra. Tout cela dépend de la température de votre résine dans l'environnement, ça dépend de la marque de la résine que vous avez achetée, et tout ça doit être optimisé autant que possible pour réduire les temps de fabrication. Donc si vous cherchez vraiment à optimiser tout ça, n'hésitez pas à faire le genre de test que je vous montre ici pour être capable de retrouver vraiment le paramètre optimal. Et ce sera un petit peu la même logique avec les autres types de résines. Donc vous allez avoir des valeurs d'exposition qui seront différentes, généralement plus longs. Dès qu'on va utiliser des résines un petit peu techniques, généralement les temps d'exposition vont augmenter un petit peu. Vous pouvez pour ça vous fier aux paramètres que l'on verra tout à l'heure dans Chitubox. Il y a déjà pas mal de préconfigurations de différents types de résines qui existent. Si vous ne trouvez pas parfaitement votre résine, eh bien là, on recommandera de réaliser encore une fois des tests d'exposition. Il en existe différentes sortes. Je vous en mets quelques petits exemples ici. N'hésitez pas à nous contacter pour nous demander ces éléments si besoin. Mais ils sont globalement assez faciles à trouver sur les sites de téléchargement de fichiers STL. Les autres choses qu'il faudra prendre en compte, c'est la viscosité de la résine. Encore une fois, sur les fiches techniques, ce sont parfois des valeurs qui vont être renseignées, mais en gros, plus vos résines sont visqueuses, moins rapides elles pourront être à l'impression. Et là, c'est pas forcément le temps d'exposition des résines qui va varier, mais ce sont d'autres paramètres. On les verra juste après dans le Chitubox, mais vous trouverez des vitesses de déplacement du plateau. Alors en l'occurrence ici sur les Saturn 4, on va être sur un mouvement de tilt, mais on pourra également demander par exemple à la machine de patienter quelques instants après le tilt, de manière à laisser le temps à une résine plus visqueuse de se redéposer convenablement à plat sur le plateau. C'est un petit peu la même logique quand on avait des imprimantes où le plateau montait et descendait, on avait besoin de laisser le temps à la résine de recouvrir la zone qui avait été durcie et donc qui avait été accrochée à la couche précédente. Donc tout ça, faut recouvrir le FEP de la matière, et donc une résine liquide recouvre beaucoup plus vite qu'une résine plus visqueuse. Et encore une fois, la température joue pas mal. Donc là, il faudra parfois ralentir un petit peu ces déplacements pour tenir compte de la résine que vous utilisez. Donc ça, encore une fois, c'est pas mal d'itérations, pas mal de tests qui vont vous permettre de trouver les bons paramètres. Mais vous pouvez aussi vous fier à ce qui est préconfiguré dans Chitubox. Et justement, on va maintenant s'intéresser à Chitubox, le logiciel qui va vous permettre de convertir vos fichiers 3D au format STL, OBJ, en un format compréhensible pour l'imprimante. C'est le rôle du slicer, et pour vos élégous, c'est Chitubox qui sera recommandé. On regarde ça tout de suite.
Et nous voici donc sur Chitubox basique en version V2. Ce sera celle-là qui sera recommandée pour les élégots Saturn 4, 4 Ultra. Mais vous pourrez également retrouver les profils des Saturn 3, des Saturn 2 et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est ce qui vous sera proposé à l'ouverture. Choisir vos modèles d'imprimante. Donc il faudra choisir la machine qui vous intéresse, l'ajouter. Et vous aurez ensuite des petites informations qui vous seront affichées. On va regarder un petit peu ce qu'elles veulent dire car on y retrouvera des petites choses qu'on a déjà évoquées. Donc, bon, les dimensions de l'imprimante, ça c'est préconfiguré, on n'y touche pas. Toutes ces petites choses-là, on va pas forcément y toucher car c'est le profil d'impression de la résine standard qui est ici préconfiguré. Donc on va voir qu'on a ici les fameuses couches, les premières couches d'impression au nombre de 5. On verra que ces premières couches sont donc exposées 35 secondes, alors que les couches traditionnelles sont exposées, elles, 2 secondes et demie. Donc voilà le paramétrage qui est préconfiguré par défaut pour la Saturn 4 Ultra pour des résines normales, donc standard. Les couches de fabrication font 50 microns, je ne l'avais pas précisé, mais par défaut, les couches de fabrication sont toujours de 50 microns. Il est possible de faire varier ça généralement à la hausse pour faire des couches un petit peu plus épaisses, de manière à diminuer le temps de fabrication. Dans ce cas-là, il faudra augmenter un petit peu les temps d'exposition, pas doubler les temps d'exposition, mais les augmenter. Donc là, il sera recommandé de faire des petits tests d'exposition justement. Les autres informations que je vous avais évoquées concernant les temps d'attente quand on utilise des résines qui sont particulièrement visqueuses, ici on va avoir le resting time, donc le temps d'attente que l'on va pouvoir créer après et avant le fameux basculement sur la Saturn 4 Ultra en l'occurrence. Vous voyez ici les paramètres que j'avais évoqués précédemment. Rien de très intéressant dans la suite des informations, c'était vraiment ça. On va appliquer et on voit désormais ici nos listes d'imprimantes qui s'ajoutent. Donc j'avais déjà une Saturn 4 Ultra, j'ai la nouvelle Saturn 4 Ultra qu'on vient de créer ensemble. Et ici, on peut retrouver notre Saturn 4 avec la possibilité de retrouver les paramètres que l'on vient de voir ici en retournant dans le Slice Settings de la Saturn 4. On va retrouver donc les valeurs qui nous intéressent et on peut voir qu'on a également des vitesses de déplacement du plateau, car contrairement à la Saturn 4 Ultra, pour vous qui êtes équipé de la Saturn 4, vous allez également pouvoir jouer avec la vitesse de remontée du plateau et la vitesse de redescente du plateau. Tout comme les longueurs, les hauteurs de montée, les hauteurs de descente. Enfin, tout ça est paramétrable ici. Alors ça, je vous invite pas forcément à y toucher dans un premier temps. Ce sera, encore une fois, pour de l'optimisation d'impression où on pourra retravailler un petit peu ces paramètres-là. Mais par défaut, je vous recommande d'utiliser tout ça. Donc, maintenant, ce plateau de fabrication qui représente le plateau de notre Saturn 4 ou de notre Saturn 4 Ultra, en l'occurrence ils sont identiques. La seule différence, encore une fois, ce sera ce paramètre de tilt qui fait que entre la 4 et la 4 Ultra, on a simplement une modification du process qu'il y a entre deux couches d'impression. Plutôt qu'il y en a un qui soulève le plateau, il y en a une qui va basculer son bac tout en remontant simplement le plateau de 50 microns pour pouvoir accueillir la couche suivante. Donc, dans ce logiciel-là, on va devoir paramétrer tout ça. Donc, la première chose à faire, c'est d'ouvrir un fichier 3D au format STL ou OBJ. Je dois justement imprimer une pièce test pour un client et c'est cette petite pièce-là qui nous intéresse. Donc, dans ce logiciel-là, la première chose qu'il faudra faire, c'est s'interroger sur l'orientation d'impression, comment on va imprimer cette pièce, en sachant que on ne pourra pas l'imprimer telle qu'elle s'est ouverte ici. Il y a des zones qui sont complètement dans le vide. Il faut bien comprendre qu'on va fabriquer couche par couche le modèle 3D et que le début va être plus ou moins en contact avec le plateau, même si on est sur quelque chose qui est un petit peu courbe, donc c'est jamais idéal d'avoir quelque chose de courbe en contact avec le plateau, mais on aurait besoin dans tous les cas de supporter toutes ces zones-là qui sont dans le vide et qui apparaîtraient à un moment à partir de rien. Il y aurait de la résine qui se durcirait ici dans le vide et elle n'aurait rien pour s'accrocher, donc naturellement elle resterait accrochée au FEP. Pour imprimer une pièce telle que celle-ci, on pourrait l'imprimer comme ça, en ajoutant du support sous les petites zones qui sont ici. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. C'est très facile de simuler les supports en utilisant le deuxième onglet ici.
automatiquement, on voit où est-ce que la pièce inclinée de cette manière-là a besoin de support. Et on peut d'ailleurs voir que automatiquement la pièce est surélevée du plateau pour éviter qu'elle soit en contact du plateau et que les premières couches qui sont surexposées ne soient pas sur le modèle 3D. On y reviendra juste après. Mais vous voyez, naturellement, on a ce Z Lift High, la hauteur de soulèvement en Z qui est de 5 mm, ce qui fait que mon objet est surélevé de 5 mm et les supports viendraient se positionner en dessous. On va générer des supports simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà un petit peu les supports qui pourraient être utilisés pour cette fabrication d'objets. Bon, honnêtement, j'aurais tendance à modifier un petit peu le paramétrage de tout ça, mais on y reviendra juste après. En tout cas, c'est important de savoir simuler les supports pour pouvoir choisir la bonne orientation. L'orientation du modèle 3D en résine est très important parce que c'est ça qui va impacter le temps de fabrication, la qualité de fabrication et le besoin de support qui va faire naturellement consommer de la résine qui finira à la poubelle. Et les supports ont tendance à laisser un petit peu de traces sur les modèles 3D, donc on va toujours essayer de limiter au maximum leur utilisation. Donc avec une orientation comme celle-ci, le besoin de support il est bien moindre. Sur cette petite pointe ici qui est très légèrement inclinée, le besoin de support n'est pas réellement présent, car on va pouvoir construire les couches successivement avec un très léger décalage entre chacune des couches, et là, ça se fabriquera plutôt bien. Dans cette surface ici qui est vraiment très à l'horizontale par rapport au plateau, là par contre il faudra effectivement des supports, probablement ici aussi. À l'intérieur, on aura peut-être un petit besoin de support sur cette zone-là. Et on va tout de suite simuler ça. Et on va d'ailleurs tout de suite simuler ça pour regarder un petit peu quelle serait la position des supports sur un objet tel que celui-ci. Il faut bien évidemment privilégier l'aspect extérieur, mais également l'aspect intérieur en évitant d'avoir du support interne sur cet objet. Ici, on a bien des supports qui sont nécessaires sur toutes les petites zones que je vous avais indiquées, bien évidemment sur le bas, et je vois également qu'on a un besoin de support tout au bout en haut, qui doit correspondre à la petite partie du chapeau ici, qui doit être en surplomb, hein. On voit que c'est creusé, et ici on doit avoir la petite partie supérieure qui vient se reposer. Donc le besoin de support est indiqué en rouge. Néanmoins, vu la petite dimension de cette zone et le fait qu'elle va dans tous les cas être accrochée par tout ce qui l'entoure et toutes ces petites zones-là, eh bien finalement la fabrication de cette zone-là va être beaucoup moins critique que ce que l'on peut retrouver ici ou que ce que l'on pouvait retrouver précédemment. On simule les supports. Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus cohérent. On regarde à l'intérieur, mais il me semble que les supports n'ont pas réussi à aller venir supporter la partie haute. Donc ça, c'est plutôt une orientation qui est pas trop mal parce que j'ai très peu de support uniquement sur la partie inférieure ici, probablement la moins importante du modèle 3D. On peut déjà se dire que cette orientation-là est pas mal. On va imaginer tester plusieurs possibilités directement. Donc on va pouvoir sélectionner ce modèle avec un petit clic droit. On va tester directement plusieurs possibilités en retrouvant ici notre modèle STL et nous allons le dupliquer. Et nous allons dupliquer celui-là de manière à pouvoir l'imprimer d'une autre manière. On va retrouver ici la possibilité de copier ce modèle-là. On va le copier 2 fois, histoire de pouvoir simuler d'autres petites choses. Donc, on va positionner les modèles sur le plateau. D'ailleurs, je vous recommande de ne pas toujours imprimer en plein centre du plateau, car naturellement, votre FEP va davantage s'user dans la zone qui est utilisée. Ayez l'habitude de répartir vos modèles 3D sur tout votre plateau de manière à ne pas user en permanence la même zone de fabrication. Donc ici, on va positionner 3 modèles très légèrement écartés les uns des autres et on va essayer des rotations un petit peu différentes. Donc pour celui-là, on va essayer de l'imprimer vraiment plus à la verticale et pour celui-là, on va l'incliner un petit peu davantage. Voilà. On va essayer de générer maintenant des supports sur ces 3 modèles. Donc on va sélectionner tout ça. On va dans la partie support.
On va générer des supports light pour des objets qui sont légers. Donc, les supports light seront des petits piliers avec des petits points de contact. On voit que chaque support, son rôle est de porter la matière, mais forcément, il faut qu'il y ait un contact entre le support et l'objet pour qu'il soit bien supporté. Et avec des supports légers, on le voit dans la petite illustration, les supports sont très fins et le point de contact est plutôt on voit ici qu'on a 0,30 mm de tip upper diameter et le touch tip. On peut directement voir ici sur la petite illustration. On voit ici. On peut également regarder dans les paramètres avancés. On pourra également regarder dans les paramètres avancés comment on peut paramétrer très précisément chaque zone du support. On voit ici la partie haute du support, la partie centrale, la partie inférieure et éventuellement un raft qui peut s'imprimer en dessous. Vous voyez ici à quoi ressemble ce petit raft là. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses que vous allez pouvoir paramétrer dans vos supports et comme bien souvent, les supports, ce sont vraiment les choses les plus importantes en impression résine. Une fois qu'on a trouvé le paramétrage de l'exposition, de tout ça, on ne touchera plus à ces informations-là. La seule chose qu'il faudra paramétrer modèle par modèle, eh bien, ce sont les supports. Chaque modèle a besoin de supports un petit peu différents et plus vous allez travailler vos supports, moins potentiellement vous aurez de supports et surtout moins ils laisseront de traces. Donc, c'est toujours ça qui est intéressant. Donc on voit ici avec une fabrication en mode light, on a des points de contact qui sont plutôt petits, qui conviennent bien à ce petit objet qui n'est pas très lourd. Donc le mode light convient bien. Par contre, je trouve que les distances entre les piliers sont un petit peu trop importants. Je recommande d'avoir des supports un petit peu plus denses de manière à ne pas souffrir de petites déformations entre deux piliers. Donc, ce qu'il va falloir réduire comme valeur pour faire ce genre de choses, c'est ici le touch tip distance. On va le réduire à 3 mm et on va générer des supports. Vous voyez, les supports sont toujours aussi fins, mais ils ont un petit peu plus de piliers. On a une densité de piliers qui est un petit peu plus importante, ce qui permettra d'avoir une qualité de fabrication qui soit un petit peu meilleure et un petit peu plus régulière sur la surface en contact. Je vais même réduire encore un petit peu cette valeur-là. On va passer à 2,5. Voilà. Encore une fois, le but de cet objet, c'est d'être vraiment le plus précis possible d'un point de vue dimensionnel. Donc, on va tester déjà l'aspect intérieur de l'objet avec ses différentes orientations et les supports. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe pour la pointe. Est-ce que la qualité de la pointe est aussi bonne quand on est incliné comme ça ou comme ça? Par expérience, je vous recommanderais plutôt une inclinaison de ce type-là qui apportera a priori le meilleur niveau de résultat tout en ayant des supports qui soient peut-être un petit peu moins nombreux que dans cette option où on est véritablement, et c'est particulièrement vrai pour la partie intérieure, où là, dans cette inclinaison ici, on doit potentiellement avoir un petit support qui vient pour la partie supérieure et qui serait pas forcément évident à retirer. Donc à voir entre ces deux options-là, laquelle serait la meilleure. En tout cas, vous pouvez très facilement simuler différentes petites impressions comme ça. Une fois que vous avez généré vos supports, que vous avez validé votre orientation, vos positionnements d'objets, il ne vous restera plus qu'à lancer le slice. Le slice prendra en compte les paramètres du profil d'impression qu'on a vu, donc des couches de 50 microns, des temps d'exposition de 35 secondes pour les premières couches, 2 secondes et demie pour les suivantes. Cette simulation d'impression me permet de voir que pour fabriquer ces 3 objets, il me faudra 2h23 d'impression et une consommation d'environ 10 ml de résine pour une fabrication d'à peu près 10 grammes. On voit couche par couche comment vont se fabriquer les objets. Donc ici, ce que vous voyez, ce sont les images qui vont être filtrées par l'écran et la lumière ne passera que aux petits endroits que vous voyez ici. Donc la première couche de fabrication ressemblera à ça, car on est sur le fameux radeau, la zone qui va être surexposée, qui va être en contact avec le plateau. C'est elle qui sera cassante, qui sera déformée un petit peu dimensionnellement. Et c'est sur ce radeau que l'on va venir fabriquer les supports. Le radeau est particulièrement bien pensé pour être facile à décrocher car il est très légèrement incliné comme ça. Donc il est parfait pour venir y glisser une petite spatule et avoir un décrochage qui se fasse plutôt très bien.
ce qui permet aussi de ne pas mettre le modèle en contact du plateau, encore une fois. Et c'est sur les supports, au-dessus de ces 5 mm de Z-Lift que l'on voyait, que vous allez avoir l'objet qui commence à se fabriquer. Donc, on va lancer ça à l'impression, comme ça me permettra de vous montrer un petit peu se passe la suite. Avant ça, je peux déjà vous montrer cette petite fonction de détection des islands qui est plutôt très pratique. Les islands, ce sont ces zones d'impression qui apparaissent dans le vide. Imaginez que vous ayez une figurine avec un bras comme cela ou une mèche de cheveux. Eh bien, quand on fabrique couche par couche, le bras, le coude va apparaître nulle part. Et donc ça, ce sera une island. Tout comme la mèche qui apparaîtra dans le vide à un moment, eh bien ça, ce sera pareil, une island qu'il faudra supporter avec du support pour qu'elle soit capable de se créer. Elle raccrochera, elle restera accrochée au FEP. Donc là, on voit bien qu'on n'a pas d'island qui persiste non supporté. Donc ça, c'est un bon point. Ça me permet de valider le lancement de l'impression. Pour lancer l'impression, je peux enregistrer mon fichier sur une clé USB ou alors envoyer directement mon programme à l'imprimante. On retrouvera ici donc ma Saturn 4 Ultra préconfigurée. On retrouvera donc ici ma Saturn 4 Ultra que je peux sélectionner pour envoyer le fichier d'impression. Donc vous voyez à peu près comment fonctionne le process d'impression. On va importer notre modèle 3D, choisir son orientation. En fonction de ça, on va générer des supports. Et une fois qu'on est satisfait, on va dire, de la production des supports, on va pouvoir envoyer le programme à l'imprimante qui, elle, prendra le relais. Et je vais vous montrer ça tout de suite. En attendant, ce que je peux déjà vous montrer, c'est également les possibilités d'aller vous connecter à l'imprimante à travers Chitu Manager. Donc on retrouvera ici notre imprimante avec la possibilité d'y regarder la caméra. Donc vous pouvez me voir juste ici. On retrouvera également la possibilité de regarder les historiques d'impression. Les timelapses que la machine a enregistrés sont également activables ou désactivables ici et vous pourrez également les retrouver directement ici, malgré qu'ils soient stockés dans l'imprimante. Vous avez un petit peu de mémoire dans l'imprimante pour pouvoir stocker vos timelapses. Et dans la partie Manage, on va donc pouvoir retrouver nos différentes imprimantes si jamais on avait plusieurs imprimantes de configurer et pouvoir regarder voilà le nombre de couches justement que le FEP a fabriqué, le nombre d'heures de fabrication qu'a été utilisé l'écran de fabrication, le nombre d'heures qu'a fonctionné l'écran, pas mal de petites informations intéressantes qui sont accessibles directement depuis Chitu Manager, directement depuis Chitubox. Je vous ai également parlé tout à l'heure de la possibilité de trouver des préconfigurations pour d'autres types de résines non standards. Donc ici, on aura le Resin Alliance qui nous permet de regarder toutes les différentes résines qui sont déjà préconfigurées dans le logiciel. Donc, vous voyez, je vous avais parlé de certaines résines de BASF. Celle-ci, en l'occurrence, c'est une résine extrêmement résistante, chargée en céramique, qui tient à près de 300 degrés, qui est parfaite pour la fabrication de moules, d'injections ou ce genre de choses. Ici, on aura par exemple une résine nettoyable à l'eau de la marque BASF toujours, l'équivalent mais de la marque Anycubic. Enfin voilà, vous aurez tout un tas de marques et de types de résines différentes. Donc ce que je vous recommande, moi, c'est plutôt de trier par marque. En l'occurrence ici, si vous voulez des produits techniques, bien, vous voyez que chez BASF, il y a seulement ces deux résines-là qui sont préconfigurées. Si on regarde par exemple chez Elegoo, on verra qu'on retrouvera la ABS-like d'Elegoo que j'évoquais tout à l'heure, la standard, la water washable. Donc on retrouvera tout ce qu'il nous faut.
Si on souhaite utiliser des résines haute vitesse, je recommande d'utiliser les profils Jamge. Par exemple, si vous utilisez de la résine 4Shape, ces profils-là fonctionneront très très bien et vous retrouverez donc différents types de résines, à peu près les équivalents de ce que on retrouvera dans la gamme 4Shape, avec de la résine justement calcinable, avec de la résine haute température, avec de la résine ortho pour le monde du dentaire justement. Enfin voilà, pas mal de petites choses et vous pouvez vous inspirer de ce qui est fait par tel ou tel fabricant pour pouvoir récupérer finalement votre type de résine que vous allez utiliser qui proviendrait potentiellement d'une autre marque. Vous retrouverez également ici quelques petites pièces faciles à imprimer, quelques petites formes géométriques préconfigurées qui permettent de récupérer voilà, au besoin des petites... Vous retrouverez ici donc des petits fichiers. On verra ici qu'on a le rappel des temps d'impression de ces fichiers qui ont été découpés. Je fais un petit aparté sur les petites fonctions qui sont là-haut, qui sont très basiques. Auto Layout, ça permet de positionner automatiquement vos pièces voilà, de manière à respecter Ça permet de positionner automatiquement vos pièces comme on le voit dans la petite illustration. Vous avez plusieurs choix. Ça permet de tout positionner automatiquement. Ces deux fonctions-là, je vais en parler très rapidement, mais lorsque l'on fabrique des pièces imprimées en résine, les pièces sont pleines, elles ne sont pas creuses, contrairement à ce que l'on peut retrouver en filament où généralement les pièces sont évidées et remplies d'un remplissage, mais on n'est pas sur un objet qui est plein. On est sur une structure interne, c'est pas le cas en résine. Parce que laisser des cavités ouvertes à l'intérieur de l'objet avec potentiellement de la résine liquide à l'intérieur, eh ben, ça pose des problèmes en résine. Il est possible d'imprimer des objets évidés avec la fonction Holo. On va pouvoir évider les modèles 3D qui sont trop denses et qui ont trop de matière interne, alors qu'on pourrait les alléger un petit peu et les rendre moins coûteux à la fabrication en faisant le holo. Donc l'évidement interne, on choisit l'épaisseur des parois et le reste est évidé. Si vous voulez travailler avec ce genre de fonction holo, il ne faudra pas oublier de faire un trou. Le trou, donc dig hole, creuser un trou, vous permettra de pouvoir évacuer la résine liquide qui aurait pu se retrouver coincée à l'intérieur de votre modèle 3D. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir de la résine qui va suinter de votre objet, votre résine risque même d'imploser dans certains... Votre objet peut même risquer d'imploser ou de fissurer au moment des post-traitements s'il y a de la résine à l'intérieur qui n'a pas été bien évacuée. Bon, en tout cas, c'est pas bon d'avoir de la résine dans son modèle 3D. Il faut l'évacuer, la nettoyer. Et donc, il est impératif de faire un, voire même deux trous pour pouvoir plus facilement évacuer cette résine et également aller nettoyer l'alcool et également aller nettoyer l'intérieur du modèle 3D avec de l'alcool à travers ces trous. Attention également quand vous faites du holo, ça peut nécessiter des supports internes. Vous allez peut-être avoir des islands qui vont être générés par le fait de faire du holo. Donc attention, il peut y avoir du support qui s'intègre dans votre objet si vous faites des holos et que ça nécessite du support. Pour terminer sur cette partie logicielle, ici vous voyez des petites choses qui sont intéressantes et qui vont vous aider justement à détecter des problèmes lorsque vous faites des évidements et que vous avez des cavités qui sont présentes. Eh bien ici vous allez avoir une petite détection des cavités. Donc si ici vous avez un message, Donc si ici vous avez un petit smiley rouge qui n'a pas ce sourire, eh bien c'est qu'il y a des cavités et que vous risquez d'avoir de la résine liquide stockée dans une cavité. Donc ça, c'est pas bon. Collision Detector, eh ben, c'est un peu la même logique. Tant que vous avez le petit bonhomme vert, c'est bon. Si vous avez un bonhomme rouge ici, c'est que vos deux modèles 3D rentrent en contact à un moment ou que votre objet sort du plateau ou que des supports se chevauchent. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, activez bien ces fonctions-là pour pouvoir être sûr qu'il n'y a pas de ce type de défaut au moment du lancement de vos impressions. Encore une fois, hein, il y a des choses qui sont bien pensées pour vous guider et éviter que vous créiez des erreurs. Néanmoins, la cause la plus probable de vos échecs d'impression, ça sera le support, le manque de support ou un effet ventouse trop fort. Vous voyez ici, j'ai incliné mes modèles 3D parce que j'avais pas forcément de zone de contact particulièrement performante pour cet objet-là, hormis éventuellement sur la partie basse, on verra. Mais
Pourquoi est-ce qu'on n'imprime pas systématiquement les modèles à plat sur le plateau? Je vous l'ai déjà dit, mais la zone en contact avec le plateau est surexposée, donc on a tendance à surélever les modèles pour éviter ça. Néanmoins, annuler cet espace de 5 mm, directement imprimer le modèle sur le plateau et potentiellement laisser des supports autour. Ça, c'est faisable. En mettant une valeur à 0 ici au niveau du ZLEV Lift, on aurait des supports. Par contre, le modèle serait en contact du plateau. On n'aurait pas le petit radeau, on n'aurait pas tout ça qui se fabrique. Donc ça, c'est faisable. Plusieurs problèmes. Déjà, vous risquez de casser votre modèle 3D au moment où vous allez le décrocher. Au niveau dimensionnel, les 5 premières couches qui sont en contact du plateau sont surexposées, donc elles vont gonfler, elles vont pas avoir des bonnes propriétés dimensionnelles. Et dernier point, vous risquez de créer un effet ventouse. Je l'ai déjà dit, hein, ça ce sera le point le plus sensible et c'est ça qu'il va falloir prendre un petit peu de temps pour appréhender ce phénomène-là, c'est l'effet ventouse. Ce qui va faire la différence entre la Saturn 4 et la Saturn 4 Ultra, je l'ai dit, c'est ce mécanisme, ce process entre deux couches. Il y en a un où le plateau se soulève à plat et il y en a un où le plateau, où le bac de résine s'incline. L'effet ventouse va être beaucoup moins fort sur la Saturn 4 Ultra. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que lorsque vous soulevez votre plateau avec de la matière durcie en dessous, eh bien vous allez tirer sur l'objet qui est durci et cet objet durci va tirer sur le FEP. Et le but, encore une fois, c'est que l'objet reste accroché au plateau. On ne veut pas qu'il reste accroché au FEP. Donc cet effet ventouse, c'est ça. Est-ce que l'aspiration que votre objet va faire en essayant de se décrocher va être pas trop forte pour faire que l'objet reste accroché au plateau? Si l'effet ventouse est trop fort, eh bien là, c'est plutôt l'objet qui va rester accroché sur le FEP et l'objet se décrochera du plateau. Donc cet effet ventouse, il est très important, très souvent, quand on fabrique les objets. Imaginons que vous vouliez fabriquer un cube, eh bien si vous imprimez un cube, l'effet ventouse que ça va produire aura cette forme-là et à chaque couche, il faudra décrocher voilà, un carré de matière du FEP. Donc ça, c'est pas évident. Avec la Saturn 4 et le fait d'avoir ce tilt, ça va faire un décrochement partiel. Hein. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que votre surface carrée va progressivement se décrocher. On ne va pas tirer sur le carré en entier. Alors qu'avec la Saturn 4, on ne privilégierait pas du tout d'imprimer le carré à plat, mais plutôt de l'incliner sur un angle, de manière à ce qu'on n'ait pas cet effet ventouse de manière aussi importante. À aucun moment, on aurait une surface de fabrication qui serait aussi grande, et donc on n'aura pas cet effet ventouse aussi puissant lorsque le cube est très légèrement incliné, ou même carrément incliné à 45 degrés. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur notre chaîne YouTube sur ce sujet des supports en résine, donc n'hésitez pas à aller la regarder pour pousser, pour aller voir un petit peu plus en détail encore le fonctionnement de ces résines et des orientations, car encore une fois, hein, c'est vraiment ça la clé de l'impression 3D résine. Je vais lancer ça en impression et on regardera juste après. Je vais lancer ça en impression et on va regarder les résultats à la suite. Donc le fichier a bien été transmis à l'imprimante. La première chose qu'il faut faire lorsque vous allez réutiliser votre imprimante, c'est bien de vous assurer que le plateau est bien propre et qu'il n'y a pas de résidus, que la résine qui se trouve dans les bacs n'a pas été trop longtemps immobilisée, ou alors c'est là où il faudra passer quelques petits coups de spatule comme ça pour bien réactiver tous les pigments, la résine, et vous assurer qu'il n'y ait pas de résidus dans votre bac. Une fois que vous avez validé ces différents petits points-là, eh bien, vous pouvez refermer le capot. Encore une fois, attention aux UV, onglet impression, stockage local, et on va retrouver tous les petits fichiers qui ont été envoyés. Ici, en l'occurrence, je n'ai plus qu'à lancer l'impression. Vous voyez ici le petit mouvement du bac, hein, la machine vérifie que tout fonctionne bien avant de lancer son impression. Hein, c'est les quelques petits tests qu'elle va faire. Mechanical sensor is being calibrated, do not touch the device. Donc là, on la laisse faire ses petites calibrations. Une fois que c'est fait, on voit que le plateau va descendre au fond pour lui encore vérifier sa petite calibration et ensuite l'impression va débuter. Vous pouvez donc à ce stade-là vous éloigner de l'imprimante, ne plus y toucher et la laisser travailler pendant environ 2h30. On se revoit juste après pour regarder un petit peu le post-traitement, le décrochage de tout ça.
Donc voilà, l'impression est maintenant terminée. On va pouvoir regarder le résultat. Et donc, à ce stade-là, il est important de sortir les gants et d'avoir de près à côté un petit peu d'essuie-tout et sa station de post-traitement pour pouvoir nettoyer les pièces à l'alcool et également le plateau. Pour la Saturn 4 Ultra, vous avez également ce petit système qui va venir protéger votre machine des petites coulures de résine au moment où on vient justement manipuler ce plateau. C'est là où il y a de la résine qui risque de couler. Donc essayez de la récupérer au maximum dans les bacs. Vous voyez que c'est bien utile. Donc pour la Saturn 4, faites bien attention. Et voilà les résultats d'impression que l'on avait lancés à l'instant. Donc les trois résultats sont bons. Je laisserai au client la possibilité de vérifier les précisions dimensionnelles et l'efficacité. On va simplement nous passer au post-traitement. Donc on peut voir ici ma petite station de post-traitement avec premièrement le bac d'alcool. Donc on a ici un petit panier dans lequel on va venir déposer les objets. Donc on va utiliser la petite spatule et l'insérer sur les pourtours du radeau et on va pouvoir décrocher les modèles 3D et les poser dans le petit panier. Hop, une fois que c'est fait, on n'oublie pas de bien nettoyer son plateau s'il y a des petits résidus particulièrement ou de l'excès de résine et ensuite vous pouvez le réinstaller. Hop, on va mettre le petit panier dans l'alcool, donc de l'alcool de type IPA. Vous allez pouvoir réutiliser l'alcool à plusieurs reprises. Donc on choisit le mode nettoyage, la vitesse de rotation. Et il est obligatoire, en l'occurrence pour le mien, de remettre le petit capot. Et ensuite, vous allez voir qu'il y a une petite agitation de l'alcool qui va être réalisée. Le nettoyage sera fait pendant quelques minutes, idéalement à peu près 5 minutes. Attention à ne pas laisser vos pièces trop longtemps immergées dans l'alcool. Elles viendraient absorber l'alcool et à gonfler et à devenir très cassantes. Donc quelques minutes de nettoyage. Donc je profite du nettoyage de cette petite pièce pour vous préciser que une fois le nettoyage terminé, vous allez pouvoir décrocher vos supports. Vous auriez pu très bien décrocher vos supports avant le nettoyage. Ça dépend vraiment de vous. Parfois, le fait de les retirer avant ou après peut laisser plus ou moins de traces. Donc, n'hésitez pas à tester dans les deux cas. Dans tous les cas, ça fonctionnera. Une fois la pièce sortie de l'alcool, laissez-la bien sécher. Soit vous accélérez le séchage avec des petits compresseurs d'air ou ce genre de choses, ou alors vous laissez naturellement l'alcool s'évaporer. L'intérêt de cet alcool à 99 degrés, c'est que il est extrêmement volatile et qu'il se sèche naturellement tout seul très très rapidement. Mais attendez bien que ce soit parfaitement sec. Parfois il y a des petites cavités qui ont plus de mal, donc séchez bien tout ça. Sinon, avant de passer à l'étape suivante, parce que sinon ça laissera des traces blanches sur vos pièces imprimées. Et justement, l'étape suivante, ça va être de retirer le petit bac d'alcool, de positionner à la place ce petit plateau rotatif miroir et d'y positionner les pièces. C'est terminé. Hop. Voilà. Donc les petites pièces ont été nettoyées quelques minutes. On va pouvoir les retirer. On va les laisser sécher quelques instants. Et par la suite, il faut donc retirer ce petit bassin, remettre le petit bouchon hermétique pour pas que l'alcool s'évapore. Ensuite, vous positionnez ce petit plateau. On change le mode de fabrication, le mode non pas nettoyage mais cure maintenant. On attend bien que les petites pièces aient bien séché.
Donc comme on le voit, on peut soit retirer les supports à ce stade-là, soit encore attendre la phase d'après où là ils seront encore plus cassants, mais du coup peut-être un petit peu plus marquants. Donc moi j'ai plutôt tendance à les retirer à ce stade-là. Vous voyez, délicatement, vous venez appuyer sur les pointes des supports de manière à ce qu'ils laissent le moins de traces possible. Et ensuite vous pourrez retirer tout ça. Hop, vous voyez, même le support qui était monté jusqu'en haut, hein, et non, il en reste un petit morceau. Vous voyez, c'est pour ça que cette orientation-là ne me plaisait qu'à moitié. Et on voit que, en tout cas, ça laisse très légèrement des petites traces. Et ce qu'il est important, c'est surtout de s'assurer de l'efficacité de la pièce et du fait qu'elle soit vraiment parfaite à tous les niveaux. Et là, ça a l'air d'être le cas. Donc, bon, cette orientation est plutôt pas mauvaise. On va pouvoir la passer à l'étape de cuisson. Donc le post-traitement final va permettre à l'objet d'être complètement terminé en termes de réaction. Ici, la matière va durcir une dernière fois de manière uniforme et vous allez avoir enfin les propriétés mécaniques qui étaient annoncées par les fiches techniques du produit. Car effectivement, pour la majorité des résines, tant qu'on n'a pas cette deuxième phase de cuisson, les propriétés mécaniques qui sont annoncées ne sont pas encore atteintes. Il faut vraiment finir par cette phase-là pour obtenir les tenues thermiques, les résistances mécaniques et ce genre de choses. Donc cette orientation-là, qui était la plus inclinée, a laissé plus de traces sur la partie inférieure. C'est pas la plus jolie. Donc bon, mais sinon le résultat est plutôt pas mal et au moins on a l'avantage de ne rien avoir dans la pointe à retirer et quelque chose de plutôt joli. Et pour la dernière pièce, même logique, celle-ci avait le moins de support. Et vous voyez, il y a des petits restes de support. J'ai pas bien appuyé à ras du support au moment où je l'ai enlevé. Mais vous voyez, le résultat est franchement plutôt très bien lui aussi. Hop, et donc une fois que c'est terminé, on va projeter la fameuse longueur d'onde d'UV qui convient à ces résines-là une dernière fois, de manière uniforme et de manière vraiment bien répartie partout sur tout le modèle 3D. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel type, n'importe quelle marque de station de post-traitement, ce sera toujours les mêmes longueurs d'onde pour des machines de ce type-là. Donc peu importe le type et la taille de la machine que vous achetez, ce sera toujours à peu près le même principe. Vous pouvez même vous passer de la station de post-traitement si vous réalisez manuellement le nettoyage et que vous avez une petite lampe, même portative, avec la bonne longueur d'onde, ça fera exactement le même rôle. Bon, voilà ce que je tenais à vous dire, à vous transmettre au travers de cette petite session de formation offerte avec vos imprimantes. Donc j'espère que ces quelques notions vous auront aidé à bien prendre en main votre imprimante et éviter les premières erreurs que l'on fait au démarrage avec ce genre d'imprimante. Rassurez-vous, vous risquez malgré tout de faire encore quelques erreurs, c'est normal. Soyez simplement vigilant sur le bac de résine, l'état de la résine, le fait qu'il n'y ait pas de résidus à l'intérieur, sur le plateau. Contrôlez l'état de votre FEP régulièrement. Faites bien attention à la qualité de vos supports d'un point de vue impression. N'hésitez pas à faire comme moi, à augmenter la densité, le nombre de piliers de support. Vous voyez que la qualité d'impression reste très bonne et ça augmentera considérablement la fiabilité de vos impressions. N'hésitez pas à revenir vers nous chez Polyfab 3D pour vous accompagner encore dans votre connaissance et dans votre choix parfois de résine ou ce genre de choses. On est là aussi pour vous accompagner sur ces sujets-là. Merci encore d'avoir choisi Polyfab 3D et je vous dis à très bientôt.